Madame, Monsieur, bonsoir. Comment comprendre qu'un détenu meurt en prison? Pourtant, il existe des infirmeries avec un personnel régulièrement qualifié qui a été affecté dans ces structures-là. Aujourd'hui, il est simplement question de comprendre quel est le traitement réservé à ces détenus lorsqu'ils sont malades. Voilà autant de questions que nous nous posons aujourd'hui dans le cadre de cette autre édition de Regard Social. Bonsoir encore et merci d'être nombreux à nous regarder ce soir, ce Regard Social. Bienvenue à tous. Eh bien, pour commencer, comme vous le savez, il y a la première partie de ce programme. Et cette première partie donne la parole à quelques témoins qui sont déjà sur ce plateau. Il y a donc Denis Chougui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes un ancien détenu? Bien sûr, je suis un ancien détenu. De la prison de Kondengui, c'est du côté de Yaoundé. Bien sûr. Merci d'être avec nous. Alors, comment se fait le traitement des détenus? Vous qui avez passé quelques temps là-bas, du côté de Yaoundé. Quelque temps, c'est moins dit. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et dit que le détenu, comment se passe le traitement des détenus? Il y a un traitement plus ou moins sur le terrain. Mais maintenant, il faut savoir que les détenus sont divisés en plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont facilement accès à certains traitements rapides. Il y a ceux qui sont délaissés à eux. Bon, ceux-là, ils sont comme donc, si quelque chose arrive, ça va arriver. Hein, donc, on ne prend pas soin de eux exactement comme les autres. Donc, il y a plusieurs échelons et tout dépend de la personne qui est face à la situation, à la maladie ou bien à une situation. Alors, pendant que vous étiez là-bas, quel était le processus qui était mis en place? Comment ça se passait concrètement au moment où vous étiez? Oui, en fait, dans chaque quartier, il y avait un chargé malade qui passait recenser les carnets. Donc, passait recenser. Et dans chaque local, il y avait un chef local qui était censé déclarer la présence d'un malade dans sa cellule. Et celui-là, maintenant, avec l'obligation maintenant de transmettre au chargé malade du quartier qui ramassait les carnets et qui allait déposer à l'infirmerie. Et le lendemain matin, maintenant, le chargé malade venait donc sortir ses détenus pour l'infirmerie. Voilà un peu le processus qui était mis en marche pour ça. Alors, merci d'être là ce soir. Vous allez davantage nous expliquer un peu le processus, comment est-ce que ça se passe concrètement là-bas, même si vous n'êtes plus là, ça fait quand même longtemps? Vous êtes parti de la prison? Ça fait nettement 3 ans que je ne suis plus là-bas, que je suis sorti de là. Je dis grâce à Dieu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je peux déjà dire que je jouis déjà de tous mes droits. Grande liberté. De droits d'un citoyen libre. Merci. Alors, Tchapo Tanguy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le responsable d'une famille qui a perdu un de ses fils à la prison de Nebel. C'est exact. Alors, comment ça s'est passé? Le problème, c'est le suivant. C'était le mardi 29, aux environs de 18 h. Nous avons reçu un coup de fil anonyme venant de la prison centrale de Douala, qui nous faisait savoir qu'il fallait que nous nous rendions très rapidement à l'hôpital Akintini de Douala, parce que notre frère, le nommé Choua Didier, était en train d'être conduit. C'est comme ça que j'informe quelques membres de ma famille. Nous nous déportons donc au niveau de l'hôpital Akintini. Et nous nous conduisons aux urgences. Nous arrivons aux urgences. La première des choses que nous avons fait, c'était de fouiller des salles d'urgence pour voir dans quelle salle était interné notre petit frère. Malheureusement, nous ne l'avons pas retrouvé en salle. Nous nous rapprochons donc des infirmières qui étaient de garde ce jour, dans le but de nous informer où est-ce que se trouve le prisonnier qui est arrivé à l'hôpital Akintini. Selon les infirmières, nous demandent le nom. Naturellement, nous donnons le nom de Choua Didier. Elles essaient de feuilleter le registre. Elles ne recouvrent aucun Choua Didier. Elles nous disent non, nous n'avons pas reçu un malade ici au nom de Choua Didier. Déjà étonnés, nous les faisons comprendre que non, il y a un détenu qui est parti de la prison centrale pour l'hôpital Akintini au nom de Choua Didier. Et nous rétorquent qu'il n'y a qu'un seul détenu qui est arrivé ici à la Akintini et il est arrivé déjà mort. D'accord. Au nom de Fongan Didier. Ce n'était pas lui?
C'était Bon, pas son nom de toute façon. non, 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 c'était pas son nom. D'accord, vous allez nous dire davantage ce que vous avez constaté, puisque vous dites avoir fait un tour. Au niveau de la morgue. Voilà, au C'est niveau de la exact, morgue, c'est également exact. à la prison aussi pour comprendre ce qui est arrivé à votre frère. Tout à fait. D'accord, tout à merci fait. d'être avec nous. Jean-Marie Tchachon, bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous êtes journaliste, ça il faut le Tout à rappeler. fait, merci. Vous avez passé je voudrais dire un bref séjour à la prison de Nebel. J'ai fait un passage éclair à la prison centrale de Douala entre le 25 mars 2013 et le 24 mai de la même année. Et donc, y étant, j'ai eu la chance, en 2 mois, de poser un regard profond sur la façon dont, n'est-ce pas, les prisonniers en général sont traités, et puis spécifiquement sur le cas de ceux qui souffrent, n'est-ce pas, d'une quelconque maladie. D'abord, mon expérience personnelle, c'est que le jour où je suis arrivé, j'ai été agréablement surpris de savoir qu'on m'a accueilli, on m'a fait recevoir par un médecin, on m'a examiné, et après on m'a demandé d'aller attendre, n'est-ce pas, dans ma cellule. Et le lendemain, on est revenu demander comment ça allait et tout ça. J'étais carrément surpris. Et quand je demande aux autres que, mais pourquoi vous plaignez, on me dit que non, on a fait ça parce que c'est vous, parce que vous êtes journaliste. Donc on veut cacher. En fait, mon cas, c'était, si vous voulez, l'arbre qui cache la forêt. Et lorsque j'ai eu l'occasion d'observer profondément comment le petit détenu, le détenu ordinaire est traité, j'ai envie de dire que c'était scandaleux. Et voyez-vous, j'ai eu l'horrible constat de me rendre compte que un gamin d'à peu près 14-15 ans, en fait un mineur, a passé 2 jours agonisant à un endroit qu'on appelle bureau intérieur. Pour ceux qui connaissent un peu la prison centrale de Douala, il y a un couloir là, en tout cas un petit bureau. Alors qu'est-ce qu'il faisait là-bas? On place les détenus. Il était malade. Je ne peux pas vous dire de quoi il souffrait, mais toujours est-il qu'il était agonisant. Chaque fois il n'était pas pris en charge. Chaque fois que je traversais pour aller en visite, n'est-ce pas, je le voyais en train d'agoniser. Ce gamin a agonisé pendant 2 jours et finalement il en est mort. Il est décédé et de ma cellule, un jour en passant, quand je me suis renseigné aux autres détenus, qu'est-ce qui est devenu? On m'a dit qu'il est décédé et on est allé jeter son corps à l'hôpital Akintini. Et en marge de ce cas, il y a eu un autre cas d'un autre détenu qui souffrait de la tuberculose. Et, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son cas ne préoccupait personne. Je dis bien personne, du moins en ce qui concerne l'administration pénitentiaire. Et ce qui s'est passé, c'est que, le regardant mourir, les détenus se sont mobilisés pour cotiser de l'argent. Et puis, on est allé signaler au niveau de l'infirmerie qu'il y a un détenu X qui est tombé, et puis on l'a porté en cascade, on l'a amené au dépotoir qui s'appelle l'hôpital Akintini. Ce monsieur a passé un peu plus de 4-5 jours sans soutien, et quand le co-détenu qui l'a conduit à l'hôpital Akintini est revenu, je lui ai demandé, mais comment ça s'est passé? On me dit que non, on l'a mis dans une salle et puis on lui a mis la chaîne au pied. Voyez-vous, un malade de tuberculose, la chaîne au pied attachée sur un lit d'hôpital à la Akintini. Et donc finalement, j'ai appris que ce monsieur était finalement décédé. Donc, ça, c'est quelques cas réels, n'est-ce pas, de la situation horrible que traversent ceux qui font partie de la population carcérale. Évidemment, il faut dire que de temps en temps, les âmes de bonne volonté se mobilisent au sein de la prison, notamment certains parmi ceux qu'on appelle les prisonniers VIP, qui se mobilisent
et apporte de temps en temps des secours à certains qui sont malades ou laissés pour compte, ainsi de suite. Ben, alors, à vous entendre, on a l'impression, ou alors on comprend que la prise en charge des détenus malades n'est pas effective. Pas du tout, pas du tout. Je peux vous dire que les 2 mois que j'ai passé là-bas, je me suis rendu compte, à mon époque, il y avait 2 médecins et quelques infirmiers que j'avais souvent le temps de voir. Et lorsque je suis allé pour me faire consulter à mon entrée, puis je regarde une salle d'à peine 2 mètres carrés et j'étais assis sur le même lit avec les infirmières qui étaient chargées de me consulter. Et puis autour de là, au sol, partout, vous voyez des gens qui étaient couchés. C'était des malades. Et quand on vous a parlé de carnet tout à l'heure, mais qu'est-ce qui tient lieu de carnet? C'était un cahier on appelait à l'école primaire double ligne. Quand vous regardez le carnet, on vous prescrit, si vous souffrez du palu, je ne sais pas si entre-temps on a pu ravitailler les boîtes à pharmacie là-bas, mais quand vous souffrez du palu, on vous fait une prescription. Si vous avez la chance d'avoir une famille un peu nantie, vous appelez pour dire que vous êtes malade, et puis si on peut vous trouver du remède à l'extérieur, on vient vous ravitailler. Si on ne peut pas vous trouver du remède, si vous n'avez personne pour vous secourir, eh bien, ce qui vous reste, c'est de prier pour ne pas mourir. Alors, Denis, dites-nous un peu du côté de Yaoundé. Vous étiez là-bas, à la prison de Kondengi. Le traitement était le même, la prise en charge, telle qu'il évoque, les figures. La situation était la même de ce côté. Ce que je vous ai dit tantôt qu'il y avait plusieurs classes. Vous étiez dans quelle classe, dans quelle catégorie? Moi, je vais dire, j'ai eu la grâce de faire ce passage-là sans toutefois tomber vraiment malade. Donc, c'est une grâce de Dieu pour moi. Mais plusieurs fois, j'ai eu beaucoup de détenus, co-amis, beaucoup qui ont vraiment été vraiment très souffrants. Et d'autres même qui en ont... Qu'est-ce qu'ils vous racontaient, par exemple? Non, ils n'avaient pas besoin de me raconter puisque j'étais là, je vivais leur quotidien aussi. J'allais à l'infirmerie, il fallait que je les suive bien, il fallait que j'aille les soutenir puisque j'estimais que c'était mes amis. C'était des gens avec qui, comme on appelle là-bas, des partisans. Alors, quand un partisan était malade, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis obligé d'aller. Mais sans mentir, si vraiment tu n'as pas un soutien extérieur, je peux vous garantir que si Dieu n'est pas avec toi, tu passes des vies à trépas. Et on a aussi la grâce... Est-ce qu'il y avait un traitement approprié, je vous ai dit les médicaments qu'il fallait administrer à quelqu'un qui a le paludisme, par exemple, pour prendre ce cas-là? Bon, là-bas, nous avons notre médicament, c'est-à-dire le paracétamol, et beaucoup plus paracétamol et les amoxicillines. Bon, ça, c'est généralement ce qu'on donne régulièrement là-bas. Et c'est ça qui se retrouve... Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé là-bas. Quand tu es malade, quand tu arrives là-bas, tu es dit, on va te donner le paracétamol et les amoxicillines. Donc, on disait les anti-inflammatoires. Voilà ce qu'on donnait régulièrement. Mais quand tu avais la grâce d'avoir des membres de famille, on leur permettait quand même de t'apporter des médicaments, parce qu'il y a vraiment des médecins bien qualifiés qui sont là, ils font des examens et on te permettait de faire venir tes médicaments. On estimait que la pharmacie de la prison n'avait pas tout ce qu'il fallait pour... Mais il y a quand même des cas particuliers, comme peut-être mon frère a parlé de la tuberculose, qui avait vraiment une prise en charge bien suivie à la prison centrale. On a besoin d'un quartier spécial là-bas. Parce que c'était Yaoundé? Ouais, ou parce que c'est Yaoundé? Je ne sais pas trop si c'est Yaoundé, parce que je n'ai pas vécu de là. Ils avaient donc ce suivi, mais régulièrement, ce que je sais en ce qui concerne la maladie, si tu entres en prison, prie Dieu de ne pas tomber malade. Sinon? On va seulement se trouver face au pire. Parce que si tu tombes malade là-bas et que tu n'as personne à dire à la vie, c'est tout, ça c'est ce que je peux dire. Alors le pire c'est la mort, si vous voulez dire. Bien sûr, la mort. Jean-Marie Tchatchouan, je voudrais davantage comprendre. Vous dites, lorsque vous arrivez à la prison, on vous soumet, vous passez un test. C'est quel test, quel examen vous... Non, on m'a fait, en tout cas, on m'a dit qu'on m'a fait le VIH, puisque je n'ai jamais eu de résultats. Voyez-vous, on m'a prélevé du sang pour dire que c'était pour aller faire le VIH. Et puis par la suite, le lendemain, on m'a envoyé savoir si j'allais bien, s'il n'y a pas de soucis, ainsi de suite. Et depuis, plus rien. Sans vous donner le résultat? Non, 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 non. Je ne suis même pas sûr, hein, sous réserve de ce que mon vis-à-vis peut me dire s'agissant de Yaoundé, je ne suis même pas sûr qu'il y a des laboratoires à la prison centrale de Douala pour faire ce type d'examen. Donc, pour mon cas, j'ai été suivi
pendant les premiers jours de mon arrivée. Et puis, plus rien. Donc, très souvent, en général, ce qui se passe, c'est que c'est des cas graves qui sont très vite signalés, parce que c'est un luxe à la prison d'avoir des maux de tête et de se diriger vers, je ne sais pas moi, le centre, je ne sais pas comment on appelle ça, l'infirmerie de la prison. Quand vous avez les maux de tête, vous devez supporter, parce que si vous allez au centre, avec tout ce que cela comporte comme procédure, ça vous décourage absolument. Et je voudrais aussi préciser qu'il y a une procédure. Quand vous êtes malade, quel que soit le degré de votre maladie, tant que le médecin de l'hôpital, de la prison, n'a pas donné son mot, vous ne pouvez pas aller vous soigner à l'extérieur. Ce qui fait que de plus en plus, quand vous êtes un détenu criminel, ou en tout cas auteur d'un certain type d'infraction, il y a de plus en plus de la réticence à vous laisser aller vous soigner, parce qu'on soupçonne généralement une sorte d'évasion simulée. Donc, il y a tous ces problèmes qui se posent, et vous êtes au courant, vous vous souvenez très bien, par exemple, du cas du maire de Massor-Son-le-Loup, Paul Yol, qui, à l'occasion d'un séjour à la prison, à l'hôpital à Quintini de Douala, s'est finalement enfui. Donc également, de ce côté, l'administration, bon, je ne sais pas si c'était à cause des conditions ou bien pour des raisons personnelles, mais ce que je voulais dire, c'est que l'administration pénitentiaire a, d'une part, raison d'être réticent vis-à-vis de certains détenus qui, en réalité, il faut le reconnaître, simulent des maladies pour, n'est-ce pas, profiter et s'enfuir. Et c'est tout le monde qui est capable de le faire? Non, justement, c'est pour ça que je vous dis que très souvent, on regarde ce pourquoi vous êtes en prison, et généralement, c'est à partir de là, ça, c'est la volonté personnelle du médecin. Quand le médecin juge, n'est-ce pas, votre état de santé, et il peut dire que vous sortez pour aller vous faire soigner dans un centre plus approprié, mais quand bien même le médecin a donné son OK, il y a d'autres procédures en interne qu'il faut remplir pour aller. Je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un était allé, il s'est fait enchaîner sur un lit parce qu'il n'avait ni escorte, le bonhomme qui allait le balancer là-bas à l'hôpital est reparti très vite retrouver son poste, n'est-ce pas, à la prison. Donc, il y a un déficit même de personnel. Il y a beaucoup de choses là-dedans qu'il faut régler. D'accord. Alors, Chapoutan Guy, vous avez un cas particulier. Vous dites que votre frère, où vous avez retrouvé votre frère à la morgue de la Quintini, l'hôpital à Quintini, mort. Oui. Parce qu'avec des blessures de partout. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui vous a tenu informé? Je vous ai dit Puisque la famille savait qu'il était en prison. En principe, s'il faut parler de prison, même jusqu'à présent, nous avons lieu de croire qu'il est toujours en prison parce que nous n'avons jamais été tenus, officiellement informés par l'administration pénitentiaire du décès de notre frère. Je vous ai précisé que c'est un coup de fil anonyme venant de la part de la prison qui nous demande de nous conduire rapidement au niveau de l'hôpital à Quintini. Et quand les infirmières nous font savoir que le détenu qui est arrivé est mort et qui est enregistré au nom de Fondant, il est donc question que nous nous rendons à la morgue identifier le corps parce que jusqu'à présent nous ne sommes pas sûrs que c'est notre frère qui est mort. Et grande a été notre surprise que lorsque nous arrivons à la morgue, on trouvait quelqu'un allongé, emballé dans du plastique. Vraiment dans du plastique balancé au sol. C'est nous qui prenons la peine de déballer le plastique et de voir le corps de notre petit frère, nu comme un ver de terre. Vraiment, on ne peut pas vous décrire vraiment dans quel état nous avons trouvé ça. Alors, dans quel état il était justement, puisque vous l'avez vu? Bon, oui, c'est-à-dire quand on voit le corps, on se rend compte qu'il a suivi croûte sévices, croûte coups, croûte torture. Parce que déjà, au niveau de la jambe gauche, il y a une plaie ouverte, parce que le sang a coulé presque sur tous les pieds. Au niveau du front, tu vois, il y a des crasses de coups comme des matraques. Au niveau des poignets, des menottes, il y a le coude gauche qui est enflé, l'omoplate qui est enflé. En tout cas, tout le corps était bousillé. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'hôpital?
Les infirmiers ont dit quoi? Qu'il souffrait de quoi? Ou on l'a mené mort? Si c'est pour dire souffrir, je ne pense pas qu'il souffrait parce que dimanche, 48 heures avant sa mort, il nous a contactés juste pour nous saluer. Et il ne nous avait aucunement fait état d'une quelconque maladie. Bon, quand ça s'est passé comme ça, j'ai informé la situation à mes aînés et je demandais la procédure à suivre. Ils m'ont dit, arrange le corps, tu fais conserver à la mort et tu te rends auprès des infirmières pour essayer de voir déjà d'un, de quoi il est mort et de deux, la procédure à suivre s'il y a un quelconque sous à payer. C'est comme ça que nous nous déportons aux urgences, nous rencontrons des infirmiers qui étaient de garde. D'un, de quoi est mon autre frère, c'est là où elles ouvrent le registre, elles nous montrent, il est mentionné en bic rouge. Le détenu, le monsieur Fongan Francis est arrivé mort. Ça veut dire qu'il n'y a aucun franc à payer, ça veut dire qu'il n'a suivi aucun soin. C'est-à-dire qu'ils ont été formels là-dessus. Alors, où est-ce qu'il est mort? À la prison ou alors entre la prison et l'hôpital? Monsieur Ndongo, quand déjà les infirmières vous disent que monsieur Fongan Francis, le nom sous lequel a été enregistré mon frère, et je ne sais pour quelle raison, est arrivé mort, mettez-vous à ma place. Ça veut dire qu'il est parti de la prison mort. On est venu jeter le corps à la morgue de la Kinkini. Nous ne pouvons pas conserver le corps au niveau de la prison. Selon vous, on a mis un autre nom, pourquoi? Parce qu'il fallait brouiller les pistes ou bien? Bien sûr, mettez-vous à ma place. Parce que chaque prisonnier, à ce que je sache, a un dossier. Un dossier de prison et un dossier médical au niveau de la prison. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un prisonnier, partant de la prison pour l'hôpital à Kinkini, peut partir sans dossier médical ou sans son dossier, au point d'être enregistré sous un autre nom. Est-ce que vous êtes allé rencontrer le régisseur pour comprendre ce qui est arrivé à votre frère? Oui, on n'avait pas de choix. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons rencontré le régisseur le lendemain. Déjà pour deux raisons. Premièrement, essayer de comprendre de quoi est mort mon frère. Et de deux, quelle est la procédure à suivre pour entrer en possession du corps. Déjà, ce n'était pas facile. Hein, parce que le lendemain matin, quand nous avons la prison, nous rencontrons le gardien de prison qui était présent. Monsieur, est-ce qu'on peut rencontrer monsieur le régisseur? C'est pourquoi, ça la question est automatique. C'est pourquoi nous avons un frère qui est décédé ici hier. Ils nous disent d'abord qu'il n'y a pas eu de décès en prison. Vraiment, on n'a aucun détenu décédé. On insiste. Ils disent en tout cas, attendez le régisseur. Et pendant que nous attendions le régisseur dans la cour, il y a un gardien de prison, sûrement, on nous a indexés. Il s'est approché de nous. Monsieur, comme vous voyez là, bon voilà, la vie c'est ça, c'est le chemin de tout le monde. Mais finalement, vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Oui. Il nous a reçus juste à côté de la montée. Très bien. J'étais avec mes petites sœurs. La première question que le régisseur me pose, monsieur, vous étiez à l'hôpital? Je dis oui, j'étais à l'hôpital. Il me dit, vous avez vu le corps? Je lui dis oui, c'est moi qui ai mis le corps de mon frère à la mort. Du coup, il commence, comme vous voyez là, c'était bon, comme s'il était surpris du fait que moi, j'ai vu dans quel état se trouvait le corps de mon petit frère, quoi. Du coup, il me dit, comme vous voyez là, ils se sont constitués en groupe de 10, où ils ont créé une mutinerie. Et dans la nuit de lundi à mardi, il y avait 9 heures, ils ont tenté l'évasion. Et c'est comme ça que mes éléments ont intervenu. Ils avaient des cailloux, ils avaient des goudins. Bon, il a raconté plein de choses. Moi, je lui ai posé une question. J'ai dit, je veux bien vous croire, monsieur le régisseur. Est-ce que quand même les prisonniers tentent l'évasion et qu'on les méprise, est-ce que ça donne le droit de les torturer jusqu'à la mort? Parce que ce que j'ai vu sur le corps de mon frère, c'est de la torture pure et simple. Il n'a pas reçu de balles? Non, pas de balles. Pas de poignard. Et vraiment, une parenthèse, j'ai même voulu filmer ce corps à la morgue, en faisant conserver. C'est la fille qui était là cette nuit qui m'a dit non, vous filmez, je fais mon travail. Sans ça, je vous aurais présenté des photos. Du coup, le régisseur me répond, est-ce que ménoter un prisonnier veut dire qu'il a été torturé? J'ai dit ok, là,
D'accord, vous allez poursuivre tout à l'heure. Jean-Marie Tchatchouan, est-ce que ce sont des cas que vous aviez vécu pendant que vous étiez là-bas? Des gens qui bagarrent et finalement meurent, ou alors que ce sont des personnes qui sont brutalisées par les gardiens de prison? Effectivement, Pour quelles raisons, par exemple? avant que je ne passe en prison, je ne savais pas qu'en réalité, il n'y avait pas de gardiens de prison au sein de la prison. Donc, à l'intérieur de la prison, il n'y a personne pour assurer la sécurité des prisonniers. C'est les prisonniers, les détenus eux-mêmes qui s'organisent pour assurer leur propre sécurité. C'est pour ça que vous allez entendre parler du commissaire, vous allez parler du commandant des brigades, vous allez entendre parler du Premier ministre, vous allez entendre parler même du chef de l'État au sein d'une cellule. Donc, parce que c'est ainsi organisé. Et donc, du coup, très souvent, il y a des cas avérés, des bagarres, des violences entre les prisonniers eux-mêmes et parfois entre les prisonniers et, n'est-ce pas, les gardiens de prison lorsque vous avez franchi, n'est-ce pas, la barrière. Très souvent, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la cellule. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un bureau intérieur. En fait, au fond, pour ce qui est de la prison centrale de Douala, il y a là, au fond, une cellule dans laquelle on vous jette, parfois avec des blessures. Ça veut dire si vous luttez avec votre vis-à-vis, vous vous donnez des coups, vous avez des blessures, quel que soit le degré de la blessure, le premier réflexe, c'est qu'on, disciplinairement, on vous jette dans cette cellule. On vous jette dans cette cellule, et puis, très souvent, ça tourne mal. Et donc, je ne sais pas si c'est le cas qui est arrivé au petit frère de celui qui parle, mais toujours est-il qu'au sein de la prison, ce sont des cas constants, ce sont des cas qui arrivent le plus souvent, les bagarres entre les prisonniers et même entre les gardiens de prison et les prisonniers. Je précise bien, les gardiens de prison sont hors de la grande grille. Vous voyez bien la cour de la prison centrale de Douala. À l'intérieur, il n'existe pas de postes pour les gardiens de prison. Les gardiens sont hors de la prison, hors de la grille. Alors, et donc, les miradors jouent quand même le jeu. Oui, ils regardent. Mais quand il y a la bagarre, vous n'allez pas voir un gardien de prison entrer là pour aller séparer la bagarre. Non, c'est les prisonniers entre eux. C'est la loi de la jungle. Si vous êtes plus fort, vous pouvez donner un coup et l'autre meurt. Et donc, on vous prend, on vous met, c'est pas moi, en cellule, et puis ça tourne comme ça va tourner. Donc, voilà un peu concrètement ce que j'ai souvent vu là-bas. Alors, Denis, c'est la même chose à l'hôpital, je voudrais dire à la prison de Kondengi à Yaoundé. Il vous est arrivé de constater des bagarres du genre et de constater également qu'il y a eu des morts? Bien sûr, c'est monnaie courante dans le milieu carcéral. Parce que là-bas déjà, tout détenu réfléchit d'abord à ce qu'on appelle la loi du plus fort. Et chacun veut s'imposer. Et généralement, dans le milieu carcéral, beaucoup de personnes pensent que la meilleure façon de s'imposer, c'est par la violence. Vous voyez un peu, parce que ce n'est que par les muscles et par l'influence qu'on puisse asseoir son autorité dans le milieu carcéral. Alors, les faiblards n'ont pas de place là-bas? Non, les faiblards n'ont pas de place. Les faiblards, en fait, ne doivent pas avoir de place. Mais il y a une chose que j'ai pu remarquer, c'est quoi? C'est que moi-même, au départ, j'ai voulu évoluer avec la force. Mais à la longue, je me suis rendu compte qu'il y avait des chaînes, il y avait des bagarres tout le temps. Et puis, quand tu passes après ça, vous passez à la sanction. Hein. On te met les chaînes, il y a la cellule disciplinaire qu'on appelle, on vous met là-bas quelques jours et c'est pas agréable là-bas dedans. Bon, à la longue, je me suis rendu compte que je me faisais trop de mal. Et j'ai compris que la meilleure façon, c'est parfois de subir. Si tu subis, en essayant d'amener quelqu'un à comprendre raison, je crois que tu peux facilement plutôt passer sans problème. Parce que là-bas, si quelqu'un veut te dire, je vais te battre, tu dis que mon frère, tu es plus fort que moi, gars. Ça va. Tu passes, ça va. Il n'a plus rien à prouver. Mais si tu dis, je peux te battre, tu dis que tu ne peux pas. Voilà, ça c'est ça. Ça commence comme ça et puis vous vous imposez. Si tu as peut-être ton plat, ta visite qui est venue et qu'il regarde que mais à l'intérieur tu as un beau savon, bien une bonne huile, il dit, il faut que tu me donnes, tu refuses. Mon ami, il te guette dans un carrefour et puis là, c'est un peu comme ça, en attendant que ceux qui sont censés mettre la discipline, comme les autorités viennent, vous avez d'abord fait avant que ça arrive là-bas où ça va arriver. Donc c'est un peu ça. Mais ce que je sais aussi, c'est que j'ai pu comprendre par rapport à
ce qui s'est passé, c'est que quand tu intentes une évasion dans le milieu carcéral, c'est comme si tu avais déclaré une guerre. Parce que moi, je me suis évadé et puis mon ami, on avait tiré sur lui, mais là, on avait tiré la balle là, transpercée du bras là, transpercée là, et c'est passé par là. Mais Dieu merci, n'est pas mort. Moi, on m'avait poignardé au niveau du pied. J'ai encore ma cicatrice là, je crois, qui était là avec la baïonnette. C'est pas parce que j'étais en train de fuir, on m'avait déjà neutralisé. Mais, donc quand tu intentes une évasion, on veut à tout prix te dissuader. Et les mesures de dissuasion, mon ami, quand les gardiens te tombent dessus, qu'est-ce qui a motivé votre évasion? Moi, bon, en ce temps, c'était ma façon de penser. J'estimais en ce temps que la vie appartient à celui qui est plus fort. Si tu es plus faible, c'est pour ça que tu es en prison. Parce qu'il y avait des gens qui avaient commis des délits plus graves que les miens, qui avaient des personnes bien passées qui sont sorties. Bon, si je n'étais pas sorti, j'estimais que peut-être parce que j'étais issu d'une famille pauvre. Alors, ma façon à moi de penser en ce temps, c'était quoi? C'est que si je réussis à m'évader, je peux m'imposer à l'extérieur. Je peux faire de ma vie ce que je veux parce que là, et plusieurs fois j'ai essayé. Mais comme Dieu est grand, j'ai toujours échoué et je crois qu'à la longue, je me suis dissuadé et j'ai pu finir ma peine. C'est une leçon. Alors, Guy, qu'est-ce que vous entendez faire concrètement? Maintenant que votre frère, vous avez reconnu votre frère est à la morgue, même si officiellement vous n'êtes pas informé, la prison ne vous a pas encore dit, le régisseur notamment, ne vous a pas encore dit de manière officielle que votre frère est décédé. Oui. Nous l'avons rencontré déjà à 2 reprises. Tel que je vous ai dit, la première fois, quand je le rencontrais, je posais le problème sur 2 angles. Déjà, de quoi mon frère est mort, d'un, et de 2, comment faire pour entrer en possession du corps. Et aussi un peu pour avoir son dossier médical. Déjà, au niveau de son dossier médical, il me dit que ce n'est pas possible. Déjà, de rencontrer même le médecin, parce que il faudrait attendre que l'hôpital à Kintini leur fasse parvenir le certificat déjà de mort. Ce n'est qu'en fonction de ça qu'ils pourront nous remettre le corps. Moi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut pour obtenir ce certificat déjà de mort. Il me dit c'est une histoire qui se crée entre administration, qu'ils ont dans un gardien de prison qui s'en occupe. Je demande donc quand est-ce que je pourrais donc passer pour ça. Il me dit de passer le lendemain. Le lendemain donc, je me rends là-bas avec mon grand frère. Nous le rencontrons à son bureau. Vraiment, là-bas, c'était toujours pour savoir de quoi est-ce que le frère est mort. Et de 2, la procédure, on veut le corps. Alors, finalement, il vous dit quoi il nous dit, déjà d'un, j'avais attiré leur attention sur le faux nom sous lequel on a enregistré mon corps. Il me dit, bon voilà, pour le moment, nous sommes en train de vouloir rectifier ce nom. Et c'est une question d'administration, ça va prendre du temps. Il m'a donc mis en contact avec le gardien de prison qui assure la liaison au niveau de l'hôpital à Kintini. C'est comme ça donc que je l'ai rencontré. Il m'a demandé la photocopie de la carte d'identité du défunt, afin de pouvoir rectifier d'abord le nom au niveau des services informatiques et par la suite obtenir le certificat déjà de mort et pouvoir nous remettre le corps. Je pense que jusqu'à présent, c'est ce démarche qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais abouti. Malgré les efforts, malgré les cris que nous lançons au niveau des autorités pénitentiaires, de nous remettre le corps. Alors, puisque vous n'avez pas le corps, vous n'avez pas la possibilité d'avoir le corps de votre frère, vous ne savez non plus de quoi il est mort, à la prison, on ne vous donne pas le corps, vous allez faire quoi finalement? Vous allez croiser les bras ou vous allez un secret que vous ne voulez pas dévoiler? Non, ce n'est pas un problème de secret parce que s'il fallait croiser les bras, nous ne serons pas ici, à cette émission, au jour d'aujourd'hui. Mais ce que la famille déjà veut, c'est de récupérer le corps. Parce qu'il a tellement souffert, c'est-à-dire on nous a tellement déjà créé du tort, créé du mal, en nous faisant disparaître un enfant de cette façon. Ça, c'est une tragédie. Ça fait plus mal de savoir qu'un enfant qui n'a pas été malade meurt de cette façon. Et de 2, et qu'on vous trimballe pour pouvoir vous remettre le corps. Ça, c'est la première des choses. Nous voulons tout simplement que l'administration pénitentiaire essaie de nous remettre le corps. De 2, ce que nous voulons, c'est que la vérité sur cette affaire soit établie. Par tous les moyens.
que la vérité soit établie et que tous les moyens de grâce soient utilisés pour faire établir la vérité. Très bien. Alors, Denis, nous allons bientôt sortir de cette première partie. Qu'est-ce que vous avez finalement compris après avoir vécu tout ce que vous avez vécu à la prison de Konegui à Yaoundé et ce que certains ont partagé ici? Vous comprenez finalement que la prise en charge des détenus malades n'est pas la chose la mieux partagée? Dit que n'est pas la chose la plus partagée, je dirais même que par les autorités, qu'on peut dire gouvernementales. Je dis non, mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, à la prison centrale Yaoundé, il y a des religieux qui ont toute une pharmacie qui viennent avec des remèdes. Je ne sais pas d'où cela vient. On a besoin des remèdes, ils viennent avec des remèdes et c'est quand tu prescriis l'ordonnance, tu vas là-bas, c'est eux qui sont chargés de remettre aux malades en main propre. Ils remettent ça en main propre, bien. Maintenant, il y a d'autres qui viennent, ils revendent. À cause de cela, on a donc mis des chargés malades auxquels on remet le stock de remèdes et c'est eux qui sont censés donner la dose que tu dois prendre journalièrement. Donc, c'est hiérarchisé là-bas. C'est bien établi quand même à la prison centrale Yaoundé cela. Bon, ben, ça, c'est un apport extérieur. Et aussi, quand tu as tes petits moyens, tu es bien pris en charge. Tu as ton argent, tu te soignes normalement. Et sans moyens? Non, sans moyens, tu oublies. Alors, Jean-Marie Tchachouan, nous sortons de cette première partie. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Que c'est la catastrophe, carrément? Je ne sais pas s'il y avait un mot plus fort que la catastrophe, je l'aurais utilisé. Je crois que l'administration pénitentiaire doit... Ce n'est même pas un problème, l'administration pénitentiaire en tant que telle. C'est un problème général. Parce que, voyez-vous, qu'est-ce qui rend les gens malades en prison? Posez-vous la question. La nourriture, la nutrition, l'eau, l'environnement, n'est-ce pas? Là où vous dormez. Donc, vous avez beaucoup de potentiels malades avec peu de structures, n'est-ce pas, adéquates pour, n'est-ce pas, les accueillir. Je crois que c'est ça. Et puis, avant, je crois que le problème de santé, de prise en charge des malades, c'est un problème sérieux, c'est un problème réel, mais il y a pire que ça, il y a des choses élémentaires qui devraient passer avant. Si vous ne pouvez pas accueillir un prisonnier, un détenu, et le mettre dans les conditions acceptables, de sorte qu'il ne soit pas malade, à plus forte raison, vous occupez de celui qui va tomber malade. Je crois qu'il faut regarder l'affaire, n'est-ce pas, de façon un peu plus profonde. Voilà. Merci à vous donc d'être venu partager avec les téléspectateurs ces expériences-là. Chacun de vous a essayé d'expliquer ce qu'il a pu constater, vous particulièrement Jean-Marie Tchachouan. Vous aviez passé quelque temps, 2 mois, vous aviez dit 2 ou 3 mois? 2 mois, 2 mois. 2 mois. Oui, c'était pas facile. Peut-être facile pour vous. Peut-être pour moi, c'était relativement facile. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours beau d'être dans un endroit clos, mais ce que j'ai vu vivre des autres, vraiment, c'était horrible. Ça ne serait pas beau de regarder les gens mourir dans ces conditions-là. Et il a parlé tout à l'heure de la loi de la jungle. Je voulais ajouter, il a dit qu'en prison, il y a la force qui prédomine. Il y a 2 choses. Il y a la force physique, et il y a de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez de l'argent, ceux qui ont les muscles se mettent à votre service. Voilà les 2 éléments prépondérants, n'est-ce pas, qui gouvernent la prison. Très bien. Alors, Denis Chugui, vous avez passé quand même quelques années à Konegui, à Yaoundé. Ça fait 3 ans que vous êtes sorti. Et comment vous vous sentez? Ça va maintenant? Vous êtes prêt à repartir ou bien? Prêt à repartir, moi je suis reparti. Parce qu'en fait, aujourd'hui, oui, c'est vrai. Parce que quand je sortais, c'était vraiment horrible. Hein. Pour me faire accepter, c'était terriblement difficile. Partout où tu passais, les gens, parce qu'en fait, j'ai fait 15 ans, 6 mois là-bas. Donc, c'était pas évident. Et après ça, je me retrouve une fois libre. Imaginez un peu ce que les gens pouvaient penser. Mais il a fallu que je change carrément de ville déjà d'abord. Et après avoir changé de ville, je me suis pris en main. Et je voudrais aussi, si je peux apporter une petite à mes confrères qui sont de l'autre côté, c'est que ne faisons jamais de fixation. Parce que si tu fais une fixation, la déception est grave. Il faut se prendre en main, compter sur toi et Dieu. Ça, c'est la clé. Et dis-toi,
Peu importe ce qu'on peut dire de moi, peu importe ce que les gens pensent de moi, je veux démontrer que c'est possible de changer. Vous êtes dans une nouvelle vie aujourd'hui? Je suis dans une nouvelle vie et je suis vraiment très épanoui. Vous êtes marié désormais? J'ai ma charmante fiancée, elle est venue dans la salle. Merci. Alors, Tchapoutan Guy, nous sortons de cette première partie. Qu'est-ce qu'on devrait retenir finalement? Vous cherchez à comprendre toujours qu'est-ce qui a tué votre frère et comment faire pour récupérer le corps. C'est ce qu'il vous reste à faire. Oui, permettez-moi un tout petit peu de faire une parenthèse sur les propos de mon frère. Effectivement, ce qu'il a décrit là, c'est ce qui se passe en prison. C'est ce que nous décrions ici aujourd'hui. Voilà un prisonnier qui essaie de s'évader, qui est neutralisé. Ça vous dit qu'il est neutralisé, il n'est plus un danger pour qui que ce soit. Mais il reçoit un poignard au pied de la part d'un gardien de prison. C'est ce que nous refusons ici. Parce que nous sommes dans un état de droit. Il est neutralisé. Il y a une justice pour faire un rapport. Mais c'est ça, effectivement, qui se passe dans nos prisons. C'est-à-dire, essayons de comprendre. Si voilà un prisonnier. Alors, pour vous, les droits de l'homme sont bafoués. Mais effectivement, c'est ça. Il n'y a plus de droits de l'homme pour un prisonnier. Je dis non. Un prisonnier, quand tu es en prison, tu es privé juste de ta liberté. Mais tu as des droits. Mais en même temps, voilà les réalités avec dans votre nos prisons. permission, en même temps, il ne faut pas penser qu'on va ménager quelqu'un qui tente de s'évader. Quand vous tentez de vous évader, c'est que vous prenez quand même des risques énormes. Et donc, à ce moment-là, vous êtes exposé à pas mal de dangers. D'accord. Très bien. Merci. On espère que la suite de ce que vous avez comme idée vous permettra d'avoir le corps de votre frère et de savoir ce qui lui est arrivé concrètement. Effectivement, nous attendons toujours que l'administration de la prison essaie de nous dire de quoi est mort notre frère, parce que il n'est plus à douter. Il est arrivé à l'hôpital mort, et ce n'est que la prison qui peut nous dire de quoi il est mort. Et de deux, que rapidement, ils nous permettent d'enterrer dignement notre petit frère. Merci beaucoup. Merci à vous donc d'être venu partager ces expériences donc avec nos téléspectateurs. Donc nous allons à présent vous proposer un reportage, je voudrais dire un reportage exclusif sur la vie donc de cette famille aujourd'hui, cette famille qui a perdu un membre qui a été en prison et finalement on a retrouvé le corps à la morgue. Donc c'est un reportage qui a été réalisé avec la caméra de Samuel Tchoufa, et qui est donc la tête pensante même de Regard Social. Donc juste après, nous allons donner la parole à nos experts. Ils sont nombreux dans les prisons camerounaises qui souffrent dans leur chair, qui dépriment et qui sont victimes de maladies parfois incurables. Conséquence, ils quittent ce monde quelquefois faute de moyens financiers et plus souvent à cause de la négligence. Quel est le traitement réservé aux personnes malades dans des prisons camerounaises? La prise en charge dans ces maisons d'arrêt semble la chose la moins partagée. Et Guy que voici, rencontrés dans les ruelles du 5e arrondissement de la capitale économique, visiblement épuisés par la marche, vivent l'un des moments les plus difficiles de leur histoire. Dans leur domicile, c'est la consternation. Bref, c'est la mine d'enterrement. Un des membres de cette famille, jeté en prison il y a quelques années, n'y est plus. Plus des mouroirs où l'on y entre vivant et l'on en ressort mort. La famille de Didier ne semble rien comprendre. Entre-temps, à la prison de Noubel à Douala, tout comme à la morgue de l'hôpital La Quintini, rien n'est clair. La famille veut non seulement savoir de quoi est mort Didier. Qu'est-ce qui a tué Didier? En tout cas, c'est la question qui se pose en ce moment. Et la famille n'arrive pas toujours à comprendre de quoi il est mort et comment est-ce qu'il est mort, où est-ce qu'il est mort concrètement. Voilà autant de questions qui se posent donc dans cette famille qui attend toujours de savoir de manière officielle que l'on leur annonce que Didier n'est plus à la prison, il est plutôt à la morgue aujourd'hui. Alors, pour cette deuxième partie, nous recevons les experts pour tenter de comprendre exactement qu'est-ce qui arrive dans nos prisons et comment est-ce que le fonctionnement, ou tout au moins la prise en charge des détenus malades se fait là-bas et quel est le véritable problème. Et docteur
comme Patricia. Bonsoir. Bonsoir, Flavien. Vous êtes médecin légiste. Oui. Et en même temps présidente de la Société camerounaise de médecine légale. Tout à fait. Vous avez bien d'autres casquettes que je ne voudrais pas dévoiler. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le cadre aujourd'hui. Voilà. Alors, lorsque vous avez écouté toutes ces personnes qui étaient sur ce plateau, comment établit-on le genre de mort dans ce cas? Le certificat de genre de mort. Le certificat de genre de mort. C'est vrai que j'ai suivi toute l'histoire. C'est une histoire un peu pathétique qui arrive, c'est dommage, dans notre société et dans plusieurs pays dans le monde. Hein, ce n'est pas seulement au Cameroun. Mais il y a une procédure. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le médecin qui fait le constat du décès qui établit le certificat du genre de mort. Et dans les normes, en théorie, selon les règles, quand un détenu meurt en prison, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on doit connaître la cause réelle du décès. Parce que chacun peut raconter ce qu'il veut, mais une procédure judiciaire doit être ouverte et ce détenu, un rapport d'autopsie doit être sorti. Donc le procureur ou l'officier de police judiciaire doit être informé du décès. Donc, il ouvre une instruction, on commet un légiste qui fait une autopsie et un rapport. Et c'est à l'issue de ce rapport que maintenant on pourra émettre le certificat de genre de mort avec la cause réelle du décès. Voilà la procédure normale. Ce n'est pas l'hôpital La Quintini qui a réceptionné le corps qui va émettre le certificat de genre de mort, non. Et j'indexe aussi le médecin de l'hôpital La Quintini qui reçoit un corps sans aucun document. Parce qu'il n'a pas le droit de mettre un corps à la mort sans avoir un justificatif. Parce que là, c'est une faute aussi, c'est une entrave à la loi. D'accord. Nous allons davantage vous écouter tout au long de ce programme. Juste en face de vous, je voudrais dire à ma gauche, il y a donc Maître Emmanuel Kedja. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui. Et vous êtes également expert juridique et judiciaire en même temps. Vous avez une carte de visite bien étoffée. J'ai du mal à dévoiler tout ça ici. Oui, c'est que j'interviens aujourd'hui comme spécialiste des affaires pénitentiaires auprès des Nations Unies. Donc on se limite là. Parce que là, on est dans les cadres de pénitentiaires. Oui. Alors, est-ce que être donc en prison est synonyme de liberté brisée, bafouée, tout cela? Non, lorsqu'on est en prison, il s'agit d'une privation de liberté, c'est-à-dire la liberté d'aller et de venir. Vous êtes enfermé entre quatre murs. Vous avez droit à la santé, vous avez le droit à tout, sauf le mouvement d'aller et venir. C'est la liberté, c'est ça. Donc vous avez droit à la santé. Donc, et comme tout individu, puisqu'on parle de cas de mort, lorsqu'on est en prison, on peut être tombé malade. On peut contracter une maladie étant en prison, on peut venir en prison étant malade. Donc, mais la prison n'est pas faite pour donner des maladies aux individus ou bien les faire mourir. Donc la détention, c'est la restriction des libertés. C'est la privation des libertés. Vous n'avez pas de la liberté d'aller et de venir. Vous êtes limité entre quatre, mais vous êtes dans la prison. Il y a donc un problème de prise en charge au niveau des prisons en ce moment? Oui, la prise en charge au niveau de la santé dans les prisons camerounaises incombe à l'administration pénitentiaire. Et depuis que la direction de l'administration pénitentiaire est partie du ministère de l'administration territoriale au ministère de la Justice, il y a maintenant une ligne budgétaire qui est allouée à toutes les prisons pour prendre en charge la santé des détenus. C'est-à-dire il y a un budget pour la santé. C'est pour cela qu'on a instauré au Cameroun dans toutes les prisons centrales. Quand on dit prison centrale, ça veut dire les prisons qui se trouvent dans les chefs-lieux des régions. Et il y a aussi des prisons principales, c'est-à-dire dans certains chefs de département du Cameroun, qui ont des infirmeries avec des médecins. Et ces médecins, c'est des personnes qui sont allées à l'école, qui ont fait la médecine, qui sont devenus médecins et qui ont présenté un concours pour entrer à l'école d'administration pénitentiaire et qui sont sortis. Ils sont médecins de l'administration pénitentiaire. Et c'est que lorsque vous parlez de cette prise en charge, ça veut dire qu'il y a
une ligne budgétaire qui est votée pour s'occuper de la santé des détenus à l'intérieur des prisons. Alors, et vous qui fréquentez constamment ces milieux-là, vous pensez réellement que tout s'est appliqué? Oui, je crois que tout est appliqué. Vous comprenez? Lorsque on est à Nubel, que ce soit Denis qui est passé, et Denis, je ne le connais pas sur le plateau, Denis est sorti de prison, je le suis, c'est mon petit à moi. Il a passé 15 ans, 6 mois, comme on vous a dit, à Konengi, à Yaoundé, et je contribue à sa réinsertion, sa réinsertion sociale, que ce soit M. Tchatchouang qui est là, qui est passé, ils vous ont dit qu'il y a des infirmeries au sein des prisons. Donc lorsqu'il y a un budget, l'infirmerie de la prison se dote des médicaments, il y a des médecins et des infirmiers. C'est le personnel qui ont suivi d'abord la formation médicale. Oui, mais l'infirmerie peut exister, mais ne pas... Non, écoutez bien, c'est que ces infirmeries sont à un certain niveau limité. Vous comprenez? Les laboratoires des infirmeries, des dispensaires, des infirmiers de prison sont limités. Il y a des examens qu'il faut faire à l'extérieur. Même lorsque vous allez à la Kentini, on vous demande d'aller voir un spécialiste. Allez faire le scanner, allez faire ceci. C'est pas le médecin de là-bas vous dit allez faire un scanner à l'extérieur. À ce moment, il incombe à la famille du détenu de payer les frais. Vous comprenez bien? Donc, ils s'occupent du détenu pour ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de la prison. Très bien. Voilà. Alors, je voudrais recevoir également la sœur Jackie Atabon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une religieuse engagée dans la cause humanitaire. Oui. On vous a souvent vu à la prison auprès de ces détenus-là. Est-ce que le traitement médical est effectif, notamment à la prison de Douala, où vous allez là-bas constamment, où vous êtes d'ailleurs presque installé? Pas du tout. Et c'est pour plusieurs raisons. D'abord, je peux dire que c'est insuffisant parce que l'État ne donne pas assez d'argent pour prendre en charge les prisonniers. C'est moins de 100 francs que l'État donne pour la prise en charge d'un détenu. Et dans le 100 francs, il faut les nourrir, il faut le médicament, il faut l'hygiène. Donc c'est impossible de, même si tu as un médecin qui est magicien, ne peut pas soigner quelqu'un sans médicament. Donc d'abord, c'est la première des choses, qu'il n'y a pas assez d'argent, assez de médicaments donnés dans la prison. Donc, après ça aussi, il y a... le médecin consulte seulement le malade qui ont le carnet de consultation. Parce qu'à Douala, la prison centrale de Douala, il n'y a pas de carnet de consultation. Il faut acheter un 20 livres qui coûte 100 francs. Et beaucoup de prisonniers n'arrivent pas à payer 100 francs. Donc, ils ne peuvent pas se faire consulter par le médecin. Donc, c'est ceux qui pouvaient avoir 100 francs qui peuvent se faire consulter auprès du médecin. Quand le médecin te consulte, en général, tu dois acheter le médicament. Donc, si tu n'es pas capable d'acheter le médicament, si tu n'as pas 100 francs, donc tu ne peux pas parler même d'acheter le médicament. Donc, si ta famille ne peut pas payer le médicament, tu vas mourir en prison. Donc, ça, c'est la troisième chose. Mais de temps en autre, quand l'État donne le médicament, de temps en autre, quand il y a le cas grave, peut-être le peu de médicaments qu'il est là, parfois on peut donner une perfusion. Et en attendant que tu remplaces ça, si ta famille est là. Mais si c'est vraiment, vraiment grave, je sais que parfois on fait un peu de traitement gratuit. Mais si tu n'as pas vraiment la famille, tu vas mourir en prison. Alors, vous avez écouté Maître tout à l'heure qui dit que tout va pour le mieux là-bas, à la prison. Non. Je ne pense pas. Tout ne va pas de mieux parce que moi, je vis là-bas tous les jours. Et je sais que c'est la vérité. Moi, je consulte à la prison. Nous avons une infirmerie donnée par la prison. Pour nous, nous avons une structure sociale catholique qu'on appelle VOPS. Dans cette structure, nous avons j'ai 2 infirmiers qui consultent tout le mardi et le jeudi. Nous n'avons pas besoin d'un carnet parce que si tu dis qu'il doit acheter un carnet pour la consultation, ils ne vont pas faire. Donc nous avons plutôt un registre que tout le monde peut venir se faire consulter. On leur donne le médicament gratuitement. Il y a même parfois que le médecin de la prison consulte le malade qui vient prendre le médicament chez nous. Alors, les maladies légères, par exemple? Oui. Et même quand c'est grave, même le registre, le médecin nous appelle. Parce que la diocèse de Douala, nous avons des hôpitaux, le catholique et l'hôpital de Lopon nous donne vraiment un grand service. Il y a parfois que
qu'on opère les prisonniers là-bas. Même quand je parle, il y a 2 prisonniers qui ont été opérés à l'hôpital de Lopom. Et pour ça, je me remercie vraiment le médecin, docteur Kouam, qui est vraiment disponible pour assister les prisonniers. Quand il y a le cas grave, on nous appelle, on intervient, parce que sinon la personne vient. Jean-Marie Tchatchouan, vous êtes resté avec nous sur ce plateau. Vous avez écouté les uns les autres. Vous pensez que c'est la réalité? La réalité est là, elle est têtue. C'est qu'en prison, effectivement, il n'y a pas de structure pour, n'est-ce pas, voler au secours de ceux qui sont malades. Mais moi, je dis, le problème se pose autrement. Autrement, pourquoi? Parce que avant d'arriver aux soins, aux moyens, aux médicaments, il faut au moins pouvoir améliorer les conditions de vie de ceux qui sont en prison, de la population carcérale. Parce que la plupart du temps, c'est les conditions de vie de la prison, l'environnement de la prison qui rend malade, n'est-ce pas, les détenus. Et donc, du coup, quand vous arrivez en prison en bon état de santé et on vous sert le genre de repas que vous pouvez imaginer, effectivement, ça ne peut que vous rendre malade. Et donc, quand vous êtes malade, la structure qui est mise en place pour répondre à ce genre de situation n'est pas adaptée parce qu'effectivement, pour défaut des moyens, elle vous l'a expliqué. Mais je voudrais également apporter un autre bémol pour dire que dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours un problème de moyens, c'est souvent parce que les moyens qui sont dégagés à cet effet sont très régulièrement détournés et n'arrivent pas à bon port. Comme normalement, je ne vois pas comment l'État, n'est-ce pas, consciemment peut voter un budget de moins de 100 francs par prisonnier par jour. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut creuser. Si vous creusez à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que très souvent, il y a aussi un problème de gestion là-dedans. Alors, maître, vous avez écouté la sœur, Jackie, qui estime que, enfin, qui carrément écume cette prison-là chaque jour parce qu'elle est au contact permanent avec ses détenus, vous également, mais c'est des avis différents. Oui, j'ai dit, sœur Jackie, elle m'envoie, puisque quotidiennement on se voit, on se côtoie dans les couloirs de la prison de Nouvelle. Et je dis, je la remercie parce que grâce à elle, avec la deuxième, comme je peux appeler deuxième infirmerie qu'elle a installée dans la prison Nouvelle grâce à l'église catholique, il y a une nette amélioration. Parce que lorsque je dis on vote un budget, quand on vote un budget pour la prison de Nouvelle, l'État ne tient pas compte du nombre de détenus. Il y a en moyenne 3000 détenus. Vous comprenez? Elle vous a dit que le budget qui est alloué à la prison de Nouvelle, lorsqu'on divise par le nombre de détenus, c'est moins de 100 francs par détenu. Elle vous l'a dit. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que elle, avec l'Église catholique, apporte, il y a un apport. Et je vous dis bien que lorsqu'on donne ce budget, c'est pour l'intérieur, au niveau de la prison Nouvelle. Lorsqu'il faut opérer quelqu'un, on n'a pas une salle d'opération à l'intérieur de la prison Nouvelle. Il faut faire sortir l'intéressé. C'est pour ça que Sœur Atabon vous dit bien, l'hôpital de Lopom. Qu'est-ce qui est réservé, par exemple, aux patients du paludisme? Non, il y a des médicaments pour le paludisme, des petites maladies, ça c'est normal, on soigne. Non, c'est récurrent. C'est pas sûr, maître. Je suis un peu surpris. Non, même ça, à table, elle donne des médicaments pour le paludisme. Ne comptez pas sur les médicaments de l'Église pour régler les problèmes de l'administration pénitentiaire camerounaise. Je vous dis bien que le budget que l'État donne à la prison camerounaise est très minime. C'est pour ça qu'elle est d'un grand apport. C'est pour ça qu'elle vient donc, elle apporte son appui pour soigner le paludisme. Et vous comprenez, avec la ça veut dire que si elle n'était pas là, ce serait la catastrophe. Oui, on pourrait avoir, oui. Mais c'est pour ça que je dis, je lui apporte je lui tire un chapeau. C'est pour cela que je dis ça. Atabon elle est un grand apport à l'administration pénitentiaire au Cameroun. Alors, considérons que... Moi, je voudrais intervenir. C'est-à-dire que je suis un peu d'avis de M. Jean-Marie Tchatchouan. C'est-à-dire que les effectifs dans les prisons actuellement, j'ai eu à faire des consultations dans la prison de New Bell, dans le cadre de l'église évangélique. On a des effectifs pléthoriques. Tout à fait. Les structures ne sont plus d'actualité. Ça développe, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une situation de promiscuité, d'insalubrité. Ça veut dire que le taux, la prévalence des maladies augmente avec ce compte, la malnutrition. Conclusion, le budget qui était peut-être alloué
et à 10 ans, parce que nos budgets ne varient pas souvent, ne suffit plus. Conclusion, on se retrouve dans les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que rien ne va dans les prisons, en tout cas celle de Newbell où j'ai été, c'est vraiment, c'est à pleurer. Docteur, je reste avec vous. Alors, cette situation de Didier qu'on retrouve à la morgue aujourd'hui avec des blessures de partout, qui, selon les informations de son frère qui était sur ce plateau, serait décédé même avant d'arriver à l'hôpital, et selon également les informations de l'hôpital. Comment est-ce que vous pouvez analyser un cas comme celui-là? Est-ce qu'il a subi des sévices corporels à la prison? Ce qu'il faut savoir, bon, parce que la prison, on dit qu'il est mort en prison. C'est pour ça que dans ce cas, il faut l'intervention d'un légiste. Parce qu'il faut déjà pouvoir dater réellement l'heure du décès. Quand est-ce qu'il est mort? Parce que c'est l'administration pénitentiaire qui vous raconte sa petite histoire. Peut-être qu'il est mort 2 jours avant, peut-être qu'on a caché le corps, peut-être. Il faut examiner le corps, parce qu'il faut faire l'examen du corps. Et c'est l'examen des blessures que l'on retrouve. C'est-à-dire qu'on peut dissocier si c'est des blessures, des coups et blessures volontaires, si c'est des blessures auto-infligées. Donc là, c'est vraiment le domaine du médecin légiste. C'est pour ça que je dis que quand un détenu décède en prison, et je crois que Maître ne me contredit pas, il faut une autopsie, il faut une instruction judiciaire pour connaître la cause de la mort. Parce que dans nos prisons, lui, M. Tchatchoua a été très chanceux. Quand on entre en prison, normalement, on ouvre un dossier médical. Vous avez eu, beaucoup de détenus ne l'ont pas. Et c'est à l'issue du dossier médical qu'on a le suivi en permanence du détenu. Le service de santé dans les hôpitaux ne sont que des services de santé pour des soins ambulatoires. Parce que même les perfusions, c'est pas pour... on ne doit pas les mettre en prison. Ce sont des services ambulatoires. Et dès l'instant où on doit faire des soins à titre hospitalier, on est obligé de les extrader de la prison. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de sécurité, de risque d'invasion. On a peur, oui. Voilà. C'est pour ça qu'on les maintient au maximum. Et c'est quand on se rend compte que l'état de santé se détériore et que ça risque d'être la catastrophe, qu'on les évacue, et souvent il est un peu tard. Alors, le dossier médical, je voudrais le dire, de Jean-Marie n'a pas été complet parce qu'il n'a pas reçu les résultats de l'examen qu'il a suivi au départ. Donc, Maître, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire par rapport au cas donc, qui a été décrit ici, c'est qu'on vous a dit c'est suite à une mutinerie, et je vais vous apporter plus d'amples informations parce que cette mutinerie arrive suite au départ du CEDAC, qui quittait la prison de Nobel pour rejoindre la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA. Donc, pendant son déménagement de son bureau, il y avait des scellés dans des chanvres indiennes qu'il avait stockées dans son bureau. Pendant qu'il déménageait, il faisait donc la passation de service, il remettait tout le matériel au comptable. Pendant donc ce déménagement, il y a des détenus qui ont soutiré des paquets de chanvre indiens. Le guet, oui. Selon la... Et qui sont allés, oui, ils appellent ça le guet, ils sont allés donc distribuer dans leur cellule en disant c'est le CEDAC qui nous a donné parce qu'il nous dit au revoir. Alors c'était faux. Ils ont donc consommé, ils disent non. Pourquoi lui, qui est supérieur au chef de bureau de discipline, ce qu'ils appellent là-bas chef CBD, que vous connaissez bien, chef CBD, un nouveau qui est venu, lui, il a mis un système de contrôle systématique. Toute personne qui entre en prison, que ce soit visiteur ou personnel, avocat, tout le monde est contrôlé systématiquement pour éviter le trafic de drogue. Avec lui, tout a été bloqué. Donc, pour eux, c'était une manne qui tombait du ciel. Ils ont consommé la drogue et ils ont dit, si le chef du CBD est en train d'aller et qu'il nous distribue la drogue, pourquoi lui? Ils ont donc décidé de son départ. Ils disent, on ne veut pas de lui. La mutinerie a duré de dimanche à mardi. Ce n'est que lundi, que le mardi, que le régisseur, c'est lundi matin, que le régisseur a pu comprendre pourquoi il y avait, qui avait ce problème. Et pourquoi lui seul? Et non, lui seul, lui parce que c'est le gardien de prison qui est sur le Mirador D, qui déclare qu'il y a quelqu'un qui force, qui est en train de casser le mur pour s'évader. Et on vient donc, on trouve ce monsieur qui est en train de casser le mur. Il cherchait à casser le mur, mais il n'a pas pu parce que c'est un mur en béton. Donc les gardiens se jettent donc sur lui, on l'arrête. Entre-temps,
Mais c'était en journée. C'était en journée. Et entre-temps, donc, il y avait donc ce problème de gangs, parce que là-dedans, il y avait leur problème de gangs. Certains détenus qui devaient rendre, ils avaient des comptes à rendre avec d'autres. Il y a eu une bagarre. Mais lui, on l'a maîtrisé, on l'a arrêté. Et comme il s'est trouvé en état d'évasion, bon, selon ce qu'on dit, on dit qu'il a frappé la tête sur le mur. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on l'a amené à l'hôpital. Alors, pourquoi la prison n'a pas informé la famille de ce qui a... Non, oui. Lorsque vous posez la question, pourquoi la prison n'a pas fait informer? Il y a un dossier carcéral pour tout détenu. Lorsqu'un détenu arrive, on l'enregistre, il y a l'affiliation, il y a des numéros de contact, des numéros urgents. En cas d'urgence, quelle personne appeler? Son frère est passé sur le plateau, il vous a dit un numéro anonyme. Je m'attendais que vous lui posiez la question, est-ce que vous avez rappelé le numéro pour avoir plus d'informations? Vous ne l'avez pas fait. Mais dit que lorsqu'il y a un détenu, il y a toujours un dossier carcéral avec des numéros. Donc c'est la prison qui appelle donc la famille pour informer. Et lorsque vous savez... Mais un autre problème, à l'hôpital, ce n'est pas le même nom qui a été donné là-bas. J'en viens. Nous travaillons avec des détenus, des criminels, nous savons. Lorsqu'on arrête quelqu'un, il donne un faux nom. C'est pour ça que vous entendez souvent Monsieur Abega tel, alias tel. Vous comprenez? C'est-à-dire, il donne un nom. On appelle pour dire voilà tel. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez bien? Donc, il est enregistré, même la soeur Atab, on connaît, à la prison, il y a des gens qui sont, même détenus qui reviennent plusieurs fois sous plusieurs noms. Alors, sœur Jacques, oui. Est-ce que vous étiez au courant de cette histoire? Je n'étais pas sur place quand ça s'est arrivé, mais quelques jours après, quand je suis arrivée à la prison, j'ai retrouvé son grand frère qui m'a annoncé qu'il avait perdu son petit frère le jour avant à la prison centrale. Et puis, il demandait le secours pour voir ce qu'on pouvait faire pour ce genre de cas, que quelqu'un est torturé et il meurt en prison. Donc, moi, j'ai essayé de demander au régisseur ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il avait un soulèvement, quelque chose comme ça, que les gens ont voulu s'évader et c'est dans tout ça qu'il est rendu là. Ce que je voulais dire par rapport à l'identification, je pense que ça m'a fait mal quand j'ai constaté qu'on n'a pas reconnu la personne. Parce que nous, notre VOPS, notre association sociale, nous avons mis en place un système d'identification de chaque prisonnier. Nous avons donné les informatiques, nous avons donné, même acheté un software, un programme, un logiciel, qui pouvait, nous avons donné l'appareil photo et tout. On doit identifier chaque prisonnier dès qu'il entre à la prison avec la photo, son nom et tout. Mais ça a été fait? Nous sommes en train de faire ça, mais je pense que si on avait fait ce problème n'allait pas arriver à ce niveau, il n'y aura pas la confusion de nom. Donc je demande et je souhaite aussi que ce que nous avons donné à la prison centrale de Nubé, qu'il essaie d'utiliser pour éviter ce genre de problème. Qu'il essaie de filmer chaque prisonnier qui entre à la prison, il mette la photo sur sa fiche. Parce que nous avons donné tous les moyens. Nous avons même formé le gardien de prison pour qu'il soit capable de faire ça. Mais malheureusement, il ne le fait pas encore bien. Et nous, j'utilise cette opportunité de les dire, de faire ce travail pour éviter ce genre de problème aussi. Oui, moi je voudrais quand même demander à Maître qui m'explique comment un corps peut sortir, un cadavre de la prison, sans aucun document d'identification, c'est-à-dire de déclaration du décès, et qu'on aille mettre dans la morgue, c'est-à-dire que ni vu ni connu. Comment on peut m'expliquer ça sur le plan juridique? Non, sur ce corps particulièrement, le régisseur de prison avec qui j'ai été passé tous les jours, on est ensemble passé, je suis lui sur des grands appuis. Le régisseur de la prison, je venais d'être avec lui. Il m'a dit, quand il partait là, on l'évacuait pour l'hospitaliser à l'hôpital à Quintine. Il n'était pas décédé. Non, il n'était pas décédé. Il est décédé peut-être en cours de route ou à l'hôpital, on ne sait pas. Non, mais quand il sort de la prison, il n'est pas décédé. Le registre signale? Non. Si vous allez à la prison de Nobel, le registre de l'hôpital dit qu'il est arrivé mort. Je n'en disconviens pas, mais il dit, si vous regardez donc à la prison de Nobel, il y a le registre, on dit on a conduit tel malade, tel détenu malade à l'hôpital. C'est bien écrit, on n'a pas dit qu'il est décédé.
Il y a plusieurs. C'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est pas le seul qui sort de prison et qui meurt en chemin. Il y en a plusieurs cas. Mais il dit que là-bas, c'est mentionné qu'il est sorti, on l'évacue pour l'hospitalisation. Et pourquoi son cas est particulier? Non. Son cas, c'est la famille qui fait de son cas particulier. Lorsqu'on sort un détenu, il y a toujours... Non, c'est pour dire que son cas... Je dis que lui, il est sorti étant vivant. Il est sorti vivant. Mais lorsqu'on sort, il y a un fiche médical qui accompagne le détenu. Mais s'il est décédé, on va dire qu'on conduit à la mort. On écrit à la main pour de la prison. Mais celui-là, il est indiqué qu'on le conduit pour hospitalisation. Il peut décéder en cours de route. Maître. Et je veux vous dire quelque chose. Non, il y a des détenus en prison aussi qui envoient des messages pour dire que tel est décédé alors que ce n'est pas ça. Maître, non, je vais intervenir. Si un détenu sort de la prison vivant pour être évacué à l'hôpital La Quintini, il atterrit où? Aux urgences. Celui qui l'amène n'est pas censé savoir qu'il est décédé. Il peut être dans un état de coma avancé. L'amener aux urgences, ou quand on arrive, le médecin de l'urgence constate qu'il est décédé et enregistre. Selon le frère, le nom n'était pas dans le registre. Il est arrivé aux urgences. Son nom n'était pas dans le registre. Il n'a pas été reçu aux urgences. Et lorsqu'on vous dit sur ce plateau qu'il y a une difficulté à recevoir, à retirer ce corps, je ne suis pas d'accord. Parce que s'il était décédé à la prison Nubel, le médecin chef de la prison Nubel aurait fait un certificat genre de mort en libéré. Il n'est pas mort, s'il n'est pas mort, s'il est arrivé, s'il est mort étant arrivé à la Quintini, s'il est mort à la Quintini, le médecin de la Quintini aurait fait. Bon, maintenant, le tout c'est que dans tous les cas, il se pose un problème qu'on ne vous a pas dit. Il peut se poser, comme dans tous les cas, le problème des frais de mort. Mais il faut que le régisseur envoie une note à la demande de la famille pour dire on retire le corps tel jour, pour qu'il informe le directeur de l'hôpital à Quintini que tel corps c'est le corps d'un détenu et qu'on doit et puis si les détenus sont exonérés des frais de mort. Alors le frère du défunt a dit ici qu'il n'y avait rien à payer lorsqu'ils sont allés consulter l'infirmière de... Mais il ne vous a pas dit donc pourquoi il y a un blocus de récupérer le corps, il ne vous a pas dit. Oui, qu'il fallait attendre un document de la prison. Quel document? Qui vous disent donc quel document? Je vous dis. Jean-Marie. Oui, je suis horriblement surpris par les déclarations des maîtres qui se trouvent sur ce plateau avec nous. Si c'est la prison de Nubel que j'ai connue, je vous ai pris le cas d'un gamin d'à peine 14-15 ans qui est resté 2 jours agonisant devant les gardiens de prison. Et finalement, il est mort. On a porté son corps pour aller jeter à l'hôpital La Quintini. Donc, je suis surpris. Je suis surpris que des gardiens de prison soient aussi sensibles pour un cas d'évasion présumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quel que soit le cas de figure, quelle que soit l'hypothèse, ce détenu a été assassiné. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dire que quelqu'un s'est frappé le front sur le mur. C'est quand même humainement, je ne comprends pas dans quel pays on se trouve, quand même. Donc, ça... Et puis, je voudrais inviter le public à se calmer. Donc, je ne sais pas. Je voudrais inviter le public à se calmer parce que... Je ne sais pas. La famille... Je ne sais pas si maître sur ce plateau de télévision parle au nom du régisseur de la prison centrale de Douala ou en tant qu'avocat qui est chargé de défendre les droits des laissés pour compte. Oui. Ma soeur, vous voulez dire quelque chose? Moi, je pense que tout ce qu'on est en train de dire, nous sommes en train de frapper sous l'eau. Pourtant, il a un problème profond. Depuis tout dernièrement, la prison centrale s'est brûlée. Qu'est-ce que l'État a fait? Il y a plus de 1000 personnes qui sont sans abri, qui dorment dehors, qui, sous la pluie, qui n'ont pas des habits, qui n'ont rien. Et rien n'a été fait. Qu'est-ce que si la personne veut s'évader, pourquoi pas? Parce que c'est invivable là-bas. C'est impossible de vivre là-bas. Les gens qui sont dehors, moi je ne peux pas vivre là-bas. Si quelqu'un s'évade dans cet état, moi je dis d'accord. Parce que je ne peux pas rester dans la pluie, soleil. La nuit, non, ils ne peuvent pas se dormir. Ils n'ont rien à manger. Regarde la cuisine de la prison centrale de Nubel.
Même le chien ne peut pas manger ce que le prisonnier mange. Donc, pourquoi il doit vivre là-bas? C'est ce genre de nourriture qui crée également des maladies? Oui. Il y a tout genre de choses. D'abord, d'ailleurs, il n'y a pas de... Certains sont dehors, sur la pluie, sur le soleil. Ils ne peuvent pas dormir. Ils attrapent les maladies pulmonaires, dermatose et tout ça. Donc, quand le peu qui sont en salle, il y a un petit salle de peut-être 5 sur 5, il y a 200 personnes qui doivent dormir dedans. Avec le petit fenêtre, chacun respire l'air de l'autre. Donc, avec ça, là, la tuberculose, chacun, donc ça multiplie les maladies. Et s'il a ce genre de maladie, pourquoi tu dois vivre? Tout être humain cherche à vivre. Personne ne peut pas rester dans quelque part qui va mourir sans. Donc, je pense que le profond, c'est l'État. La prison centrale, c'est inhumaine. Ce n'est pas pour les êtres humains. Et si l'État n'arrive pas à faire quelque chose, surtout tout dernièrement, là, il faut. Et les gens sont dehors. Alors, on dit qu'on va vous vous battez tous les jours à améliorer la situation, mais est-ce que vous parvenez quand même? Pardon? Vous vous débrouillez à améliorer la situation, vous parvenez? Oui, beaucoup de choses ont changé. Quand j'ai commencé à travailler à la prison centrale de Nubiel en 2003, au moins 15 à 20 personnes mouraient tous les mois à cause des famines, maladies et autres. Quand tu entrais à la prison, tous les murs, les gens étaient couchés parce qu'ils n'arrivaient même pas à se mettre debout parce qu'à cause de la famine. Donc c'est pour cela que c'est ça que nous avons fait commencer à les consulter. On a commencé à les faire consulter parce que c'était vraiment incroyable. Donc, nous avons mis un système là-bas pour donner la nutrition supplémentaire pour ceux qui sont très pauvres. Nous donnons le savon pour qu'ils se lavent. Donc, nous avons mis sur place l'hygiène, la nutrition et la santé. Et c'est ça qui a fait que maintenant, les gens ne meurent pas quotidiennement. D'accord. Et la suite de la sœur, je voulais vous préciser que dans le système pénitentiaire de Cameroun, la prison de Nubel est la seule prison où on ne ferme pas les cellules. Les cellules ne sont jamais fermées. Parce que dans d'autres prisons du Cameroun, à 16 heures, parce qu'on a constaté qu'avec la surpopulation, lorsqu'on ferme les cellules, on ouvre le matin, il y a toujours au moins 2 morts par cellule à cause de la surpopulation. Avec la chaleur qu'on a à Douala, avec toutes les contaminations, on ne ferme jamais les cellules de Nubel. C'est pour cela que lorsqu'il y a eu un incendie, on n'a pas eu de décès. On n'a pas eu de gens brûlés. Alors, comment est-ce que laissez-moi vous dire. S'il vous plaît, maître. Il y a eu. Non. Je vous dis bien. Equinox, je suis sur Equinox TV. Equinox a annoncé des décès. Annoncé plusieurs décès. 500 évadés. Voilà ce Atabon qui est la personne de s'est évadée. Voilà ce Atabon. Il y a eu deux blessés. Elle est témoin. 2 blessés. Et ces blessés ont été brûlés parce qu'ils ont violé les règles de sécurité. Ils sont rentrés parce qu'ils voulaient voler. Mais je voudrais vous poser une question. Oui. À quel journal vous avez écouté à Equinox qu'on a annoncé 500 C'est évadés? le lendemain. Et pourtant le soir, non. Equinox a dit qu'il y avait 500 évadés. Je vous dis bien. Equinox a dit qu'il n'y a pas eu évasion. Regardez bien. Et on a interrogé le régisseur qui a parlé sur Equinox. Et on a dit que le bureau de régisseur a été brûlé, le bureau de médecin chef. C'est pas sur Equinox. C'est pas le problème de fond. Les Camerounais aimaient entendre. Non, maître. Ce qu'on vous demande sur ce plateau, oui, c'est de nous dire ce que la loi prévoit en pareille circonstance. Voilà. Il y a eu quelqu'un qu'on a retrouvé à la morgue, la famille est allée chercher et on a retrouvé quelqu'un à la morgue déjà déchiqueté, en tout cas, je voudrais le dire comme ça, avec des blessures partout. Qu'est-ce que la loi prévoit en pareille circonstance? S'ils ont de la preuve qu'il a été torturé, donc ils n'ont pas possible de les autorités pénitentiaires. Mais ils ont vu le corps. Non, j'ai dit oui. Expliquez la procédure, mais. Qui n'engage la procédure? La procédure consiste à faire quoi, maître? La procédure. Il constitue un avocat, il va engager la procédure, c'est pas. Expliquez la procédure. Qu'ils entament une procédure. On est ici pour expliquer la procédure. Une plainte suffit. Déposer une plainte contre qui vous savez. Si vous suspectez que telle personne l'a torturé, vous déposez une plainte. Monsieur, je l'ai déjà fait. Voilà. Je l'ai fait. Bon, suivez donc la plainte. Si vous l'avez déposé, vous suivez la procédure. Maître, le public est très agité. On est quand même maître, déçus. s'il vous Non, plaît. je vous dis, vous comprenez bien.
La prison, lorsque vous comprenez, un détenu en prison. Il y va de votre crédibilité. Lorsqu'un individu, il y va de votre crédibilité. Docteur, écoutez-moi un instant. Lorsqu'un individu est en prison, en prison, la famille l'abandonne. Mais lorsqu'il décède, il devient un cas. Est-ce que la prison centrale de Douala n'est pas responsable d'une manière ou d'une autre du décès de ce monsieur? Amenez le cas devant le juge, il va juger, c'est pas le juge. Vous êtes avocat, mais vous êtes avocat. Je n'étais pas là qu'elle mourait, je ne l'ai pas vu. Vous permettez. Puisque la famille a déposé une plainte, puisque la famille a déposé une plainte, seule l'enquête nous déterminera qui est responsable. Vous avez dit qu'il a frappé la tête au mur, maître. Merci. Oui, ma soeur. S'il vous plaît. Oui, je voulais dire que... En effet... S'il vous plaît. S'il vous plaît. En effet, j'aimerais dire que la prison, le but de la prison, c'est pour corriger les gens qui ont fait du mal. Ce n'est pas pour créer la mort. Ce n'est pas pour créer la mort. Donc, tant que cette situation s'est arrivée, moi je pense que ce n'est pas bien. Et si c'est possible d'ouvrir une procédure de savoir pourquoi il est mort et comment gérer cette situation pour que ça ne se reproduit pas, je pense que ce serait bien. Et j'aimerais aussi demander à l'État camerounais de faire de la prison ce qu'il faut. C'est pour corriger les gens. De donner l'environnement qui est vraiment agréable pour la vie. Et de donner aussi le moyen aux gardiens de prison de travailler. Parce que quand tu entres dans tout ça, c'est tellement compliqué. Si le moyen n'est pas là pour le gardien de prison et il y a un soulèvement, un accident peut s'arriver. D'accord. Merci à vous. Merci donc, ma soeur. Docteur, c'est vrai qu'on a pris assez de temps. Nous allons sortir. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre un peu lorsque vous faites également le tour de tout ce qui a été dit sur ce plateau et avec toutes les déclarations qui ont été faites? En ce qui concerne mon domaine, moi je dis, le problème qu'on a ici au Cameroun, c'est que beaucoup de gens ignorent leurs droits. La procédure, la famille a porté plainte. Donc une enquête va être ouverte. On va commettre un expert, un légiste. Je suis la présidente de la Société camerounaise de médecine légale, donc j'ai la liste des médecins légistes, au moins ici à Douala. Vous pouvez passer par Equinox si vous en voulez un. Une autopsie sera demandée. Et là, à l'effet de l'autopsie, la cause réelle du décès sera déterminée. Il y avait les responsabilités de chacun. Voilà la procédure que maître, en tant qu'avocat, devait nous expliquer. Et j'aimerais aussi que le procureur général soit impliqué. Que le procureur général, qui est responsable de la prison, prenne en charge cette situation. Parce que si c'est une évasion, on va punir la personne qui est concernée. Je demande aussi que le procureur général prenne en charge cette situation pour qu'on règle le problème tel qu'il faut. Alors, je rappelle que vous êtes docteur Patricia, et que vous êtes médecin légiste. Vous êtes également présidente de la Société camerounaise de médecine légale. Oui. Merci d'être venu sur ce plateau expliquer à nos téléspectateurs ce qu'il en est. Même si on ne vous a pas trop écouté, mais la fin justifie les moyens. Vous avez dit également ce qu'il faut. Merci également à la sœur Jackie. Vous luttez pour la cause des sans-voix, parce que c'est ce que vous faites à la prison de Nebel. Et merci pour ce que vous faites. Vous êtes venu secourir ces personnes-là qui mouraient pratiquement, vous l'avez dit, 15 personnes peut-être par mois, ce qu'on retrouvait avant. Et aujourd'hui, ça a peut-être diminué, mais il faut davantage le faire. Ça a diminué. Parfois, il n'y a pas de mort. Parfois, on a un seul mot.
Voilà, il y a toujours des morts. Alors, maître, merci à vous également d'être venu. Merci. Vous avez constaté que l'assistance n'est pas très d'accord avec ce que vous avez dit, même si... non, le public m'a mal compris. Je ne suis pas venu défendre le recherche, j'ai rapporté ce que j'ai appris là-bas. Oui. Et je dis bien que la procédure judiciaire... Pardon. Vous permettez. Mais je ne peux pas faire des bêtises là, comme vous. Merci. Je vous le dis. Mais le droit parlera. S'il vous plaît. Alors, Jean-Marie Sachoua, merci. Merci d'avoir d'être venu. Je vous défends la tête. Je parle d'atour. Merci Jean-Marie Sachoua. Merci Flavien. Je voudrais quand même, au sorti de cette émission, adresser toutes les Nous ne sortons pas encore de l'émission. En tout cas, au sorti de cette rubrique, présenter mes condoléances à cette famille qui est durement éprouvée. C'est une situation qui est compréhensible, donc très bien. Je l'invite à garder le calme et que vraiment que les choses se passent normalement. D'accord, nous allons sortir de cette émission dans quelques instants, mais le cas social de ce soir est celui donc du petit Mohamedou qui, comme vous le savez, qui n'a pas pu aller à l'école cette rentrée scolaire parce qu'il traîne une maladie depuis sa naissance. Aujourd'hui, il est impossible pour lui de marcher même devant les autres enfants. Il est impossible pour lui de sortir devant tout le monde parce qu'il est hué, il a honte et tout cela mélangé. Il est donc obligé de rester dans la maison. Donc, je vous propose le cas social et juste après, nous allons donner la parole à Vicky pour des bonnes nouvelles. Ne connaîtra pas la joie de retourner au collège comme les jeunes de son âge, des semaines après la rentrée scolaire. Et pour cause, il traîne avec lui et depuis sa naissance une maladie qui transforme progressivement son bras, des doigts jusqu'à l'omoplate, en passant par le cou, en une pathologie dont les causes restent jusqu'ici inconnues. Le petit Mamouda, âgé de 16 ans seulement, a déjà trop souffert. Il a souhaité être filmé en tenue de classe parce qu'il aime l'école. Il souhaite y retourner malgré le lourd fardeau qu'il traîne avec lui. Ça me fait mal de voir les autres enfants partir à l'école. Je reste à la maison. Je ne suis pas content parce que ma mère me fait mal. L'année passée, j'ai fourni les efforts. J'ai parti en 4e allemand. Et cette année, je ne peux rien faire parce que ma mère me fait mal. Ça pèse et ça fait mal beaucoup. Je ne peux rien faire. Il y a la rentrée scolaire. Cet élève du lycée de Mangimbu, non loin de Malantouen, dans le Noun, région de l'Ouest Cameroun, a été admis à faire la classe de 4e allemande avec 10,5 de moyenne. La maladie qui le ronge depuis sa naissance se dresse telle une barrière infranchissable pour les études. Son frère aîné, visiblement abattu, se souvient de tout. Depuis la naissance, il a commencé avec... ça a commencé tout petit et au fur et à mesure qu'il grandit, ça prend aussi de l'ampleur. Nous sommes partis chez les tradis praticiens et ça n'a rien donné. Nous sommes allés de partout. Jusqu'à aujourd'hui, on ne dort pas. Nous sommes touchés, lui aussi il est touché parce qu'il est en train de voir ses camarades, les autres enfants aller à l'école, lui il ne peut plus. Et il ne peut pas se laver, c'est moi qui le lave. Il ne peut pas se vêtir. C'est sa nourrice qui le porte. Avec moi, avec mon aide, on le porte l'habit. Et franchement, nous sommes touchés. Nous ne savons plus où aller. Nous avons parcouru les hôpitaux.
Et à l'heure actuelle, nous avons baissé les bras parce que nous sommes limités par rapport aux moyens. Quand tu vois un enfant dès la naissance qui sort avec une maladie comme ça, et qu'on se débat partout, et que ça ne donne pas les résultats, nous sommes là, entre les mains de Dieu. Le petit Mamouda est une sorte d'attraction pour ses voisins et attire tous les regards. Son arrivée à Douala n'est pas par hasard. Ses frères aînés sont allés au village le sortir des mains des parents, impuissants face à sa maladie, pour le ramener en ville. Et en ville, ces derniers occupent un studio. La chambre, le salon et la cuisine se confondent, le tout dans un environnement où promiscuité et salubrité se tutoient. Avant toute sortie de la maison, le petit Mamouda est obligé de se masquer pour éviter d'essuyer les regards de pitié et de moquerie. Et c'est sa belle-sœur qui fait tout pour lui. Vu qu'il est là, il ne peut pas s'habiller, ni se laver. C'est moi qui fais tout. Puiser l'eau, laver les assiettes et préparer. Quand je le vois, il m'arrive même de pleurer. Ça me dérange, ça me fait mal au cœur. Je suis vraiment dépassée avec son état. Toute la famille s'est mobilisée depuis plusieurs années pour trouver la solution à la maladie du petit Mamouda. Toutes les démarches engagées restent jusqu'ici sans succès. Dépassés par la maladie qui ronge leur petit frère, ces derniers semblent avoir perdu tout espoir. Comme vous voyez cet enfant, il sort dans un village de Mangembo. Vraiment, les parents ont pu, dans toutes les zones fatiguées, pour soigner sa maladie. Nous, étant ici, on a essayé d'aller prendre l'enfant pour venir ici en ville, pour qu'on pouvait faire mieux. Surtout cette année, pour qu'il puisse fréquenter. Mais on n'a pas pu. Vraiment, ça nous dépasse. Et vraiment, il est dans un village, dans une famille très pauvre. Nous sommes dépassés vraiment pour lui. Je remercie grandement le regard social qui nous a contactés, qui est venu vers nous pour voir le cas de notre petit frère. Et nous avons déjà tout fait à notre niveau et il n'y a pas de solution favorable. La famille étant au village, pas de possibilité et nous plaidons à la nation, les gens de bonne foi qui peuvent faire quelque chose pour notre petit frère parce qu'on est dépassé. Le petit Mamouda est parfois obligé de passer toutes ses journées à l'intérieur de la maison. Tout ceci à cause des regards moqueurs et parfois des pitiés. Me voit, il fuit, il dit que c'est le joujou, c'est le joujou. Et je suis obligé de cacher, de rester à la maison. Parce que quand moi je sors comme ça, ils fuient. Et ils disent que le joujou, on a vu un gros bras là-bas. Et on ne peut plus jouer. Et on ne peut même pas jouer avec lui. Quand ils me disent comme ça, je suis mal à l'aise. Voilà, en ce moment-ci, le mois où tous les enfants sont à l'école, mon petit est encore là. Il n'y a pas moyen, puisque quand il sort, les enfants ne le fuient comme un diable.
Donc vraiment ça me choque. C'est notre fils, on a pitié de lui, il souffre beaucoup. On a déjà marché partout, ça ne va pas, ça fait des années. Il souffre beaucoup, il ne dort pas. On a pitié de lui, on ne dort pas pour lui. Le fils là, avec son bras là, ça nous fait mal beaucoup, vraiment. L'enfant souffre comme ça là, il n'a pas moyen pour fréquenter, parce que ça lui fait mal. Toute la famille se joint donc au petit Mamouda. La main sur le cœur, ces derniers voudraient retourner à l'école, retrouver ses camarades et surtout devenir quelqu'un dans la vie. Je suis mal à l'aise parce que je voudrais rentrer à l'école. Je ne veux pas abandonner l'école. Je veux toujours rentrer à l'école. Et je veux les hommes de bonne volonté pour qu'on m'aide beaucoup. Je vous en prie, aidez-moi. Je ne veux pas abandonner l'école. Je veux toujours rentrer. Je veux que les gens m'aident à retourner à l'école. Je souffre beaucoup. Je suis mal à l'aise. Je ne peux rien faire sans l'école. Et comment retrouver le chemin de l'école qu'il aime tant si le mal qui le ronge n'est pas détruit? Le petit Mamouda pense que vos cœurs sensibles ne seront pas indifférents à son fardeau, le fardeau qu'il traîne depuis la naissance et dont il faut s'en débarrasser pour retrouver le sourire. Il a besoin de vous, bref, de tout le monde. Oh, oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau, mais j'en veux trop, encore et encore. Et voilà donc le quotidien de cet enfant, le petit Mamouda, âgé de 16 ans seulement. Il n'a pas pu aller à l'école cette rentrée scolaire à cause notamment de son mal qui le ronge depuis la naissance. Et il a besoin de vous, il a besoin de tout le monde pour pouvoir voir son bras disparaître, ou tout au moins de recouvrer la santé. Donc, pour ce soir, c'était le cas social de cette édition. Nous allons donner la parole à Vicky Temaleu qui est avec nous ce soir pour des bonnes nouvelles en tout cas, même si le cas de Mamadou peut nous toucher et vous toucher également, mais il y a quand même des bonnes nouvelles pour ces différents cas. Vicky, bonsoir. Bonsoir Flavien. Quelles sont ces bonnes nouvelles? La bonne nouvelle de ce soir, c'est suite à l'émission de la semaine dernière, nous avons reçu dans nos locaux une maman, une chrétienne catholique de la paroisse de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Une maman qui nous a fait parvenir une enveloppe d'un montant d'1 500 000 francs à partager entre Boniface, pour le cas de Mamouda, Boniface et Nathalie qui étaient sur le plateau jeudi dernier. Donc, merci à cette maman qui a eu vraiment la main sur le cœur. Ensuite, nous avons reçu Madame Amougou, Marie-Noël, 2500. Famille Yongue, Ayabassi, 10 000 francs. Madame Tanque, Françoise, 10 000 francs également. Monsieur Mbianzi, Elobo, Jean-Paul, 15 000. Léonie, 10 000 francs. Madame Veuve Kwo, Nénia Doris, 20 000 francs. Madame Gamini Odette, 5 000 francs. Monsieur Nankam Emmanuel, 100 000 francs. Madame Pidi Elisabeth, 10 000 francs. Mademoiselle Manuela Kamsu, 2 000 francs. Christelle, 10 000. Monsieur, Madame TS, 20 000 francs. Faudieu Michel, depuis Kumbo, 40 000 francs. Albertine, depuis Yaoundé, 10 000 francs. Monsieur Tchatchouan Jean Bosco, PDG, Association Mutuelle Réunie, à Yaoundé, 50 000. Omboto Athanase, 5 000 francs. Ningaye François, 20 000 francs. Kamini Landry, 10 000 francs. Madame Penga, 10 000 francs. Camélion Cyril, 2 000 francs. Manga Bikete Emmanuel depuis le Gabon. Manga Biteke Emmanuel depuis le Gabon, 100 000 francs. Nzé Serge Hervé depuis Limbé, 10 000 francs. Famille Guifo, 2 000 francs CFA. Bébé Kémonier Noël, 2 000 francs. Piment, 15 000. Kamta Télésphore Malabo, 10 000 francs. Anonyme, 6 000 francs. Famille Tchassem, 15 000 francs. Anonyme, 30 000 francs CFA. Anonyme encore, 100 000 francs. Anonyme, 15 000. Doumbé Brigitte, 10 000 francs. Monsieur Métan et Dorcy, 10 000 francs. Une chrétienne, 15 000. Toupi, 10 000 francs.
Ruben Massok depuis Paris, 30 000. Une famille anonyme camerounaise résidant à Nairobi, c'est au Kenya, 75 000 francs CFA. Anani Mousse Bamenda, 10 000 francs. Madame Monté Francine, 5 000. Menge Agnès depuis Yaoundé, 10 000 francs. Bissaïn Tamak Emma Sandrine, 10 000 francs CFA. Mongongwe Sylvie depuis Bamenda, 15 000. Béatrice depuis Ezeka, 5 000. Madame Bieza Bernadette depuis Bertois, 10 000 francs. Pulcherie, 20 000 francs. Anonyme, 2 000. Anonyme encore, 2 000. Anonyme, 1 500. Monsieur Naoussi, 10 000 francs. Brava Café, 15 000 francs. Tchachou Esther, 1 000 francs. Anonyme, 6 000 francs. Ndiague Joël, 1 000 francs. Maman Alice, marché central, 10 000. Papa Michel, 2 000. Guirlin G, 10 000 francs CFA. Donc, pour le cas de Mamoudou, Nathalie et Boniface, nous avons encaissé en une semaine 2 433 000 francs. 2 433 000 francs. Donc, ainsi donc, vos dons sont toujours attendus au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Merci et à jeudi prochain. À jeudi ou à vous donc, Vicky Nimaleu, donc retrouvez dès jeudi prochain Eric Fenankwamo qui va être des vôtres. Mais déjà, je vous dis merci d'avoir été nombreux à regarder cette autre édition de Regard Social. Merci à tous les panélistes, tous les experts qui étaient là ce soir. Merci également à tout le grand public qui est venu assister à ce programme. Merci à tous les techniciens qui sont là, les caméramans, réalisateurs et tout le public en même temps. Merci et à jeudi prochain. Au revoir.